Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. People who speak French have so much charisma. Oh my god, the people who speak French have so much charisma. Oh meu Deus, as pessoas que falam francês têm tanto carisma. Mein Gott, Leute, die Französisch sprechen, sie haben so viel Charisma. Oh my God! French people have such charisma. Oh mio Dio, quelli che parlano francese hanno troppo carisma. Dios mío, la gente que habla en francés tiene tanto carisma. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Semaine internationale de Radio Sorbonne Université, où on aime voyager, échanger autour des autres cultures, découvrir et partager. Dans cet épisode, nous aurons la chance d'avoir des guides spéciaux qui vont nous amener à la découverte de l'Europe et du monde. Nous recevrons en fait des étudiants internationaux en échange à Paris qui vont nous faire découvrir les plus beaux endroits de l'Europe, les plus étranges traditions, les plus drôles histoires de leur Erasmus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Claude Boschman, étudiant suisse en échange à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, tu as 35 ans et tu viens d'un tout petit village au milieu de montagnes qui s'appelle Coire au Grayson, où tu fais tes études de théologie. Et donc je voulais justement commencer par ça, parce que je pense qu'on a tous cet imaginaire de la Suisse au milieu des montagnes, un peu paradisiaque. Et est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment cet hémisphère naturel au milieu des montagnes, très pacifique? Alors la ville de Coire où j'habite, oui c'est ça. Alors la ville est située dans les montagnes. On a 2 heures pour aller à Saint-Maurice pour faire le ski, une demi-heure pour aller à Lenzerheide. C'est aussi un endroit très, très populaire pour faire le ski. On a 1 heure pour aller à Disentis avec une abbaye très connue. Alors c'est vraiment ça que vous connaissez de la Suisse. Et qu'est-ce que ça t'a poussé du coup de bouger de ces petits villages au milieu de montagnes? Qu'est-ce que ça t'a motivé de venir à Paris, de faire cette expérience d'échange ici? Alors mon université d'origine en Suisse, la faculté de théologie de Coire, a une coopération avec la Cato. Alors je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Parce que j'aime bien le français, j'aimerais approfondir et puis améliorer mon français. Et puis, je voulais déjà aller il y a 4 ans ici à Paris, mais là, j'avais pas assez d'argent pour faire le stage ici. Et maintenant, juste à la fin de mes études, je me suis dit, et maintenant, c'est la dernière chance que j'ai pour aller à Paris. Et voilà, je suis ici. Et si donc tu n'as pas eu la chance de connaître peut-être assez beaucoup de Français cette année, est-ce que tu as réussi quand même à trouver un peu des qualités, des défauts de ces pays et peut-être avoir aussi des similarités par rapport à la Suisse? La manière dont on parle ici avec des gens qu'on ne connaît pas est très... j'aime bien, parce que c'est bonjour monsieur, bonjour madame, excusez monsieur. Et puis ça, pour moi, il y a un sens de respect dans l'air quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en Suisse, c'est pas ça, comme ça. Bonjour, ça va bien. Mais ici, c'est bonjour madame, bonjour monsieur. Et ça, j'aime bien. Ouais. Mais moi, je pensais qu'en Suisse, vous étiez très gentil quand même. Ouais, on est gentil, mais bien sûr. Mais ici, la langage est un petit peu différent qu'en Suisse. Et puis, ouais, ça je trouve très gentil et puis très sympa. Et donc, je me demandais aussi, est-ce que parce que la Suisse, au niveau géographique, c'est un peu en Europe, mais en même temps, c'est pas vraiment dans l'Europe. Du coup, je me demande, comme tu es en train de faire cette expérience internationale et tout, est-ce que tu vivais déjà une sorte de dimension internationale en Suisse? Ouais, en fait, il y a beaucoup d'associations et beaucoup d'entreprises qui ont leur siège principal en Suisse, alors à Genève, à Zug, à Zurich. Et puis là, c'est quand même
ouais, c'est quand même un genre d'international en Suisse. Et puis, quand on grandit en Suisse, on sait que par exemple, la FIFA, l'association du football, c'est en Suisse, à Zurich, je crois, à Zurich. Ah oui, c'est vrai. Et puis comme ça, on a quand même un petit peu des dimensions internationales en Suisse. Et donc, on va passer à la deuxième partie, que ça va être un peu plus marrante. C'est le moment de questions insolites. Une petite question un peu bizarre. Une question insolite. Alors, est-ce que tu as une anecdote super drôle que tu avais su pendant ces périodes d'échange en France? Ouais, en fait, c'est pas drôle, mais dans mon premier, j'ai un cours qui s'appelle de la théologie pastorale et catéchétique. Et puis là, je suis le seul participant qui n'est pas ordonné ou qui n'est pas un curé. Et puis ça, j'ai trouvé un petit peu, pas bizarre, mais c'était pour moi une situation plutôt nouvelle. J'avais un cours avec des sœurs, des frères et des curés, des prêtres. Et puis ça, c'était un petit peu... ouais, maintenant, c'est normal pour moi. Mais au premier moment, c'était un petit peu bizarre. Ah oui, j'avoue. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter une tradition suisse que nous connaissons absolument pas? C'est difficile parce que la France est très proche de la Suisse. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Suisse, on a 4 langues. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le romanche, c'est la 4e langue. Il y a seulement 50 000 de personnes qui parlent cette langue. Mais la langue a 5 idiomes. Et chaque idiome a encore des dialectes spécifiques. Et puis là, je parle un petit peu le romanche. Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire en phrase, un mot en romanche? Alors, je vais essayer. Bienji, eu sunt Claude, eu sunt alla studio della Radio Sorbonne et eu chanchel con Rosella. Ah waouh, c'est trop beau. Qu'est-ce que tu as dit du coup? Parce que là... je suis Claude, je suis ici au studio de la Radio Sorbonne et je parle avec Rosella. Ok, super. C'est très très beau. Et dernière question. Alors, si tu devais promouvoir, faire la publicité de ton pays pour nous donner envie de passer les vacances en Suisse, qu'est-ce que tu dirais? Alors, pour moi, la Suisse est un bon mix entre nature et urbanité. Alors, quand quelqu'un aime ces deux choses, allez en Suisse. Parce qu'en pleine ville, tu as peut-être 30 minutes après, tu es en pleine nature. Je crois que ça, c'est une qualité très, très forte et jolie à vivre. Et très, très belle. Très belle, voilà. Oui. Et donc, merci beaucoup Claude pour être venu ici et être resté avec nous et nous avoir fait un petit voyage en Suisse aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on quitte les poétiques montagnes suisses pour nous laisser guider à la découverte de l'Autriche, accompagnée par Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Alors, tu as 25 ans et tu es étudiante en histoire de l'art à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne, mais tu es originaire de Vienne en Autriche. Alors Flora, tu parles 4 langues et tu as fait un Erasmus pendant ta licence en Italie à Rome. Pourquoi alors tu as choisi de commencer tes études de master ici, dans la belle France ? Je crois que c'était plus une question d'université que de pays en fait. Donc je voulais quitter l'Autriche un peu, laisser ça. Et après j'ai pensé à l'Italie en effet, mais là l'université c'est payante, donc non. Et oui, et maintenant je suis ici. Et je voulais me spécialiser en Renaissance italienne. Et ici, je sais qu'il y a un très bon prof. Oui, donc c'est un peu pour ça. Et donc justement, comme tu es venu ici pour ces profs qui t'a intéressé beaucoup et pour étudier l'histoire de l'art, est-ce qu'il y a un artiste autrichien que tu aimes bien et que tu peux nous présenter un peu? Une artiste que j'aime très bien ou que je trouve très cool, c'est Vali Export. Je ne sais pas si tu connais, c'est une artiste... de performance, d'activisme féministe des années 60-70 de Linz en Autriche. Et
oui, je trouve très cool ce qu'elle a fait. Par exemple, une fois, c'était un peu au début de sa carrière, elle a porté une espèce de boîte comme au lieu d'un t-shirt et avec 2 trous où il y a le sein. Elle a invité les gens dans la rue à toucher le sein pour un peu mettre en question le rapport qu'on a avec le corps féminin. Et je trouve ça très courageux de sa part dans les années 60, en Autriche en plus. Mais c'était dans l'Hérault de Vienne, du coup, qu'elle a fait ça? Oui, elle l'a fait à Vienne. Je crois peut-être aussi dans les autres pays, mais vraiment, je ne sais pas trop. Okay. Et pourquoi tu disais qu'à Vienne, c'était beaucoup plus forte de faire ça? Je ne sais pas. Peut-être c'est juste l'époque, mais je trouve toujours que l'Autriche, même Vienne, même si c'est un peu différent, c'est quand même assez conservateur. Et dans les années 60, je ne peux même pas imaginer. Donc, c'est un peu pour ça, je dirais, qu'elle a bien fait de mettre mal à l'aise les hommes dans la rue. Et donc, une autre question que j'ai, c'est, je pense que peut-être que beaucoup de nos auditeurs, quand ils entendent parler de l'Autriche et de Vienne surtout, ils pensent tout de suite à la musique. Et par exemple, les compositeurs autrichiens Mozart, Haydn ou Schubert, ce sont effectivement des noms qui résonnent dans l'histoire de la musique. Et donc, je me demande, est-ce que la musique est si importante dans votre culture et dans vos traditions aujourd'hui? Oui, je dirais oui, surtout parce que je trouve qu'en Autriche, c'est très accessible, je dirais, l'autre culture. Peut-être plus que dans les autres pays, je ne sais pas. Même plus qu'en France? Là, je ne sais pas, parce que tout était fermé pendant que j'étais ici, donc je ne peux pas te dire. Mais par exemple, l'Opéra de Vienne, en tant qu'étudiante ou d'écolier, on peut y aller en payant 10 €, je crois. Et on a une place tout au fond, mais tu vois, c'est très... ça ne coûte pas le monde, même si les billets normaux, ils sont super chers, parce que c'est aussi un peu une chose touristique, je dirais. Mais comme ça, je trouve que même d'un point de vue financier, c'est assez accessible et c'est déjà... ça a un impact, j'imagine. Il y a beaucoup des jeunes, du coup, qui vont à l'opéra. Je crois que ça dépend toujours des parents. Je dirais, moi, ma mère, elle aime beaucoup la musique. Donc, du coup, j'avais un peu ces accès que peut-être n'est pas à tout le monde. Mais comme ça, moi, j'aime bien toujours aller à l'opéra, même si je comprends rien. Je suis pas très musicale en soi, mais je sais pas, ça me fait plaisir. Aussi, les rituels un peu, parce que je crois que c'est aussi un peu ça, je dirais, en Autriche, les rituels d'aller à l'opéra, au théâtre, au concert de musique classique, qui peut-être est un peu moins élitaire que dans d'autres pays. Mais... Oui. Je vais essayer ici, après, je peux te dire. Donc, je passerai maintenant aux questions insolites. Mais c'est quoi cette question? Une petite question un peu bizarre? Une question insolite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote le plus drôle de ton période en France? Ok, la plus drôle, je sais pas, la plus embarrassante peut-être. Bah aussi si tu veux. D'ailleurs, c'est ici à la Sorbonne où je parlais à quelqu'un du ski, donc du sport, parce que c'est un peu le sport national de l'Autriche. Et au lieu de dire skier, j'ai dit chier. Donc j'ai dit je vais chier tout le temps. Et c'était tellement embarrassant. J'avoue que oui, ça fait rire. Et oui, je crois que c'était ça. Moi, c'est dans le top 5, sûrement. Ah oui, donc il y a même top 5, donc il y en a des autres. Arrête, s'il te plaît, c'est trop. Mais là, c'est le pire, je crois, quand même. Ah oui. Et donc, quelles sont aussi les expressions idiomatiques les plus bizarres que vous utilisez en Autriche? Tu peux même les dire en allemand, donc on peut essayer de comprendre comment les traduire en français. Je sais pas, un idiome que je trouve très sage, c'est Aufgewärmt ist nur Skulderskot. Et ça veut dire, c'est sur les relations amoureuses. Oula. Donc, je sais pas si tu connais le goulash, c'est une espèce de potage aux patates, aux pommes de terre. Et
qui normalement est de Hongrie. Ok. Mais c'est très populaire en Autriche et pratiquement ça veut dire que la seule chose qui est bien réchauffée, c'est le goulash, donc c'est potage, et qu'il ne faut pas réchauffer les relations. Donc si tu quittes quelqu'un, voilà. tu laisses comme ça. Donc il n'y a que le goulash qu'on peut réchauffer, rappelez-vous, pas les ex-copains. Et donc, dernière question, si tu devais promouvoir ton pays, notamment par exemple pour convaincre des gens à partir en vacances à Vienne, en Autriche cet été, qu'est-ce que tu dirais? Fais-nous une petite publicité. Ok, alors on a les meilleurs gâteaux, ça c'est sûr. Et sinon, je crois qu'à Vienne, on fait un peu la vie des pensionnistes, je ne sais pas, de la retraite. Ah oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tout le monde aime, mais moi, quand je rentre, ça me relaxe toujours parce que c'est une grande ville, on peut tout faire. Il y a des musées, beaucoup de culture, aussi des clubs, des bars, des cafés. Mais c'est très lent. Tout est très... Ouais, c'est beaucoup moins rapide qu'à Paris, donc... Ah ouais, donc c'est un rythme de vie assez calme, assez... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est bien, on savait pas ça, je pense. Ouais, c'est pas très... très glamoureuse, mais moi j'aime bien, c'est un peu la vie de la retraite pour tout le monde. Non, mais c'est intéressant parce que Vienne, c'est quand même une grande ville, donc on s'attend toujours des grandes villes, la ville hyper vite, fast life. Non, pas du tout. On reste au café, on mange nos gâteaux, et c'est tout. Et quoi encore? On peut nager dans la Danube. C'est trop bien parce que je trouve que dans toutes les autres villes, je sais pas, la Seine ou le TVR à Rome, tu te chopes 1000 maladies. Mais c'est ça, elles sont très sales. Par contre, à Vienne, c'est possible. Et le Danube, il n'est pas sale. Enfin... Pas trop. Mais il y a des plages pour se baigner. Oui, il y en a du tout. Même des plages nues, je sais pas, plages nudistes et tout, c'est un peu bizarre. Oui. On a aussi cette culture. Ça, c'est pas trop retraite, par contre. Par contre, c'est très retraite. Ah oui, il y a que des vieux qui font ça. Mais... Ok, c'est intéressant. Donc, on passe en bateau et on va aller... Ouais. Très bien. Bien. Donc, merci beaucoup, Flora, de nous avoir présenté cette ville qui a vraiment des aspects très intéressants à voir. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes laissés guider à la découverte de l'Europe par les étudiants internationaux de Paris. C'est le monde de laisser la place à un jeune Français actuellement en Erasmus à Madrid. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Étienne. Hola Étienne. Hola, ¿cómo estás? Alors Étienne, tu as 21 ans, originaire de Tours, tu fais des études en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et tu as décidé de faire ta 3e année en Erasmus à l'Université autonome de Madrid. Alors pourquoi tu as décidé de partir en Erasmus à Madrid? Déjà parce que ça nous était proposé, finalement, on avait quand même une bourse par mois, donc je me suis dit que ce serait bête de pas choisir cette décision. Après de pas prendre cette décision. Après Madrid, ça s'est fait parce que finalement, j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue et j'avais fait allemand LV2 au lycée. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, mais je voulais apprendre de l'espagnol, donc je me suis dit c'est parti pour Madrid. Barcelone, c'était du catalan, donc je me suis dit que je préférais finalement partir à Madrid. Et donc, tu n'as pas eu peur ou hésité à partir au début de l'année, vu qu'il y avait cette situation sanitaire assez précaire? Finalement, la question, elle s'est pas trop posée parce que toutes les démarches, elles se sont faites avant toute cette situation. Donc, on a fait les démarches pour partir en février. On a dû rendre tout notre dossier avant février. La question, elle s'est plus posée fin de l'été, en août, quand là, il a fallu vraiment partir. Et en plus, Madrid, au tout début de l'année, en septembre, c'était vraiment l'une des villes où il y a eu le plus de cas de coronavirus. Donc, on s'est quand même posé la question. J'ai discuté un peu avec des proches, avec mes parents, avec tout ça, pour savoir si c'était la bonne décision. Et puis finalement, je suis parti parce que sinon, je retournais à Bruxelles. Et puis je me suis dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera pas mieux ailleurs finalement. Et puis je pense que j'ai fait le bon choix parce qu'il s'est avéré que 2 mois après mon arrivée, il y avait plus trop de cas. Ils avaient réussi à bien gérer la situation. Et puis il n'y a pas eu de fermeture, pas eu de restrictions assez sévères.
les restaurants sont restés ouverts, les bars, tout ça. Donc ouais, la question s'est posée, mais finalement, j'ai quand même pris la décision d'y aller parce que je me suis dit que je ratais quelque chose si j'y allais pas, quoi. Et justement, je voulais te demander comment tu as vécu cette année en Erasmus, parce que c'est vrai qu'on était en plein crise sanitaire, mais qu'à Madrid, tout était ouvert, les cinémas, les bars, les terrasses. Donc, Ouais. tu as pu profiter quand même de cette expérience, j'imagine. Ah oui, oui, complètement pour le coup, ouais. Enfin, on se sentait un peu privilégié de tout le monde finalement parce que au tout début, je me rappelle que c'était plutôt l'inverse. En septembre, par exemple, septembre-novembre, nous on avait des couvre-feux à 22h, je pense, et les bars fermaient à 21h. Et on avait des cours en distanciel, etc. Mais finalement, très vite, en fait, on s'est rendu compte que c'était la seule capitale d'Europe qui avait toute la culture d'ouvert. On a pu voir des spectacles de flamenco, les cinémas, les bars, les restaurants. Donc ouais, on a eu quand même, je pense, une situation privilégiée comparée à tout le monde et on l'a bien profité. On a aussi invité des amis à venir passer du temps aussi ici, qui eux étaient par exemple sur Paris ou sur Bruxelles, qui pouvaient pas. Donc on a vu passer beaucoup de monde et on a vraiment bien profité de cette année, ouais, finalement. Je voulais te demander, est-ce que tu peux nous raconter l'épisode le plus marrant que tu as fait que tu as eu pendant ton année Erasmus? Le plus marrant, finalement, je sais pas si c'est marrant en tant que tel, mais le plus le plus marquant, on va dire, c'était quand je suis rentré. Donc j'ai passé les fêtes de Noël en France avec ma famille et je suis rentré le 3 janvier à Madrid. Et j'imagine que tout le monde l'a vu, mais il y a eu la tempête Filomena qui est passée sur toute l'Espagne et on a eu 50 centimètres de neige en à peine 2 jours. Et donc c'était je pense l'événement, ouais, le plus marquant de mon année parce qu'on est sorti, ça faisait 100 ans à Madrid qu'il n'y avait pas eu autant de neige. On sortait dehors le lendemain, il y avait des gens en ski de fond, des gens qui faisaient du snowboard en plein milieu de la ville. Tous les arbres tous les arbres étaient tombés, tous les arbres étaient cassés. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait à Madrid quand il y a 1 mètre de neige? Ben on sort comme tous les Madrilènes, je pense on profite parce que c'est tellement fou que tout le monde est dehors en fait finalement. Il y avait vraiment des gens tout le monde sortait les skis de fond, les raquettes, tous les gens qui avaient un peu du matériel de ski, ils en profitaient pour expérimenter ça à Madrid. Est-ce que tu as été, en tant que Français, stigmatisé des fois? Parce que c'est vrai qu'on voyait des images de beaucoup de Français qui allaient à Madrid et qui profitaient de Madrid pour faire la fête Ouais. parce que là, tout était ouvert. Et donc, est-ce que tu as eu des problèmes par rapport à ça? Non, parce que finalement, nous, on les a vus, c'était finalement un peu tard qu'il y a eu beaucoup de Français qui venaient à Madrid. C'était, je sais pas, il y a 1 mois et demi, 2 mois, quand vraiment il y a eu des mesures en France qui sont revenues un peu plus sévères. Euh, mais finalement, nous, en étant là depuis septembre, on vivait pas Madrid comme le vivaient les Français qui venaient juste pour les vacances. C'est-à-dire que les gens qui venaient pour 2, 3 jours, on les voyait dans la rue, qui criaient, qui parlaient français, on a vu des images de Français qui chantaient la Marseillaise en plein centre de Madrid en se rassemblant à plus d'une quinzaine. Nous, finalement, on faisait pas partie trop de ces groupes-là de Français qui venaient pour des vacances, finalement. Nous, on vivait là, on était déjà intégrés depuis 6 mois, on avait déjà des amis espagnols, on avait même limite un peu honte des fois de certains Français. Et justement, vu que tu m'as dit que tu avais quand même des amis espagnols, est-ce que tu as vu Ouais. qu'il y avait des clichés sur les Français qui ont les Espagnols? Bah ouais, bon, enfin, je pense que c'est des clichés un peu. Un des clichés enfin, auxquels je m'attendais pas, c'était sur c'est vestimentairement parlant, ils disent que souvent on se ressemble un peu tous, qu'on a un style un peu français au niveau de la mode. Mais bon, ça je m'y attendais pas. Après, c'est tout ce qui est sur le pain, le fromage, le vin rouge, tous les clichés un peu logiques. Et puis sur l'accent aussi, l'accent quand on parle espagnol, forcément. Mais je me rappelle d'une anecdote assez marrante, c'est quand j'étais allé un samedi matin chercher des croissants pour ma coloc. Et donc je voulais 9 croissants parce qu'on était 9. Et j'ai voulu aller à 7h dans une boulangerie, mais il n'y a pas de boulangerie ouverte à 7h à Madrid, enfin pas tellement. Et du coup, je suis allé dans une sorte de restaurant qui faisait des croissants. Et quand je leur ai demandé 9 croissants, ils m'ont tous regardé avec des yeux comme si je leur demandais quelque chose d'ahurissant et ils en revenaient pas, quoi, d'avoir quelqu'un qui demandait 9 croissants à 7h. C'était assez fou. Mais non, sinon, pas trop de clichés
finalement entre les deux cultures, j'ai l'impression. Donc, je te remercie, Étienne, et je te souhaite de continuer la fiesta jusqu'à ton retour en France. Et je te remercie pour avoir été avec nous aujourd'hui. Mais merci beaucoup, merci à vous. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté We Are Family, le podcast de la Semaine internationale de Radio Sorbonne Université. Claude, Flora et Étienne étaient les invités de Rossella à l'animation et au montage, Victor et Thomas à la régie.